NFT Biarritz, NFT Biarritz, NFT Paris, NFT Berlin, NFT New York, énormément d'NFT. On parle d'NFT un peu partout, on ne sait pas trop ce que c'est, on a des définitions très différentes à droite à gauche. C'est une image, c'est pas une image, mais c'est un JPEG, je peux le screener, plein de choses. Bah moi, ce que je vous propose en ce moment là, c'est pour introduire le salon, je vais vous faire une courte, très courte introduction sur finalement ce qu'est un NFT et à notre manière. Donc, qu'est-ce que réellement finalement un NFT à la fin? Okay. À la fin, finalement, il faut vraiment voir le web en 3 phases. Ça aussi, vous l'avez entendu énormément. Ouais, il y a le web 1, on ne sait pas trop, c'est avant les années 2003, 2004. Après, il y a le web 2, les réseaux sociaux, mais on ne sait pas trop pourquoi on a segmenté tout ça. Moi, je vais vous proposer de donner mon explication par rapport à ça. Moi, j'aime bien dire que dans le web 1, on est des utilisateurs qui lient de la donnée, qui ne possèdent pas. En fait, c'était à l'époque d'Internet où c'était un annuaire géant, quoi. On avait Yahoo, Google, et on ne pouvait pas faire forcément d'action. On ne pouvait que lire, consommer, en fait. Ensuite est venu, en effet, les réseaux sociaux, les drives, les clouds, vous savez, où là, on va pouvoir écrire des choses sur Internet. Donc, je vais pouvoir lire et écrire des choses que je ne possède toujours pas. Ce sont des datas qui sont stockées sur des serveurs privés. Bah avec le Web3, c'est la même chose. Je peux lire et créer, à la différence que là, c'est des datas que je peux posséder. En fait, il y a une troisième notion qui arrive dans le Web3 qui est la propriété. Et surtout la propriété numérique finalement, parce que la propriété physique, on la connaît déjà. Propriété numérique, elle n'a jamais vraiment eu lieu, parce qu'on est né dans un monde, vous savez, où tout est duplicable. C'est des 0 et des 1, c'est copier-coller, donc on n'a jamais vraiment pu donner une valeur à un asset digital, à une image, une vidéo, parce qu'on peut la dupliquer à l'infini. Ce qui a été d'ailleurs un problème pour beaucoup d'artistes web designers, pour monétiser leur travail. Et bien maintenant, c'est fini. Pour résumer, Web 1, on lit. Web 2, on lit et on écrit. Web 3, on lit, on écrit et on possède. C'est pour ça que je vous propose de dire bonjour à la propriété numérique. Et c'est finalement une petite révolution quand même, voire même peut-être la plus grosse qu'il y a eu dans le web. Parce que là, le fait de posséder, ça veut dire qu'il y a une notion de rareté, il y a une notion en effet de persistance. Donc là, on se rapproche d'une valeur financière finalement, parce qu'il y a une rareté. Et c'est pour ça aussi qu'on entend énormément parler de ce Web3 NFT, etc., en bien et en mal, parce qu'il y a l'argent qui intervient aussi dans l'histoire. Donc comme je vous disais, pour la première fois, on arrive à rendre une donnée digitale unique. C'était jamais arrivé avant, maintenant on y arrive. Ce qui a créé pas mal de choses. Donc quand je dis de asset digital, asset numérique, je parle d'image, mais je parle aussi de vidéo. Certains l'ont minté, celui-là d'ailleurs. Je parle aussi de musique, MP3, mais on peut aussi penser à de la 3D et des fichiers très lourds aussi. Bref, et tous ces assets-là maintenant, pour les rendre persistants, authentifiables, etc., on va pouvoir les encapsuler. Moi, j'aime beaucoup définir le NFT comme une capsule, en fait. J'aime bien dissocier le NFT de l'asset. C'est très différent, les deux choses. Mais c'est pas qu'une image, un NFT. C'est une image dans une capsule qu'on appelle NFT. NFT, c'est Non-Fungible Token, jeton. Non-fungible, car chaque, en effet, unité de token a une valeur unique et n'est pas duplicable, en fait. Il y a un identifiant pour chaque capsule. J'aime bien schématiser la capsule comme ça. Voilà, on a une capsule, et à l'intérieur, on peut y mettre des fichiers. C'est très vulgarisé, hein, je le sais. Pour les techs d'entre vous, il y a oh là là, qu'est-ce qu'il raconte? Je fais un petit peu exprès, après vous allez comprendre pourquoi je passe par là. Mais j'aime bien commencer comme ça, pour bien dissocier le NFT de l'image. Une fois que l'image est dedans, on dit que le token, ça y est, il est persistant et à vie, il va exister. Donc du coup, ça va rendre finalement l'image persistante, celle-là en tout cas. Sachez qu'avant, j'aurais pu la dupliquer quelque part, copier-coller dans une clé USB. Mais n'empêche que elle, la capsule qui possède ce NFT, est unique. Ce NFT, comment on arrive finalement à le rendre unique? Eh bien, c'est parce qu'il vit dans une blockchain et pas dans une base de données classique. Alors, bien évidemment, maintenant, tout de suite, on me demande, c'est quoi une blockchain, Franck? Et bien finalement, une blockchain, je ne vais pas vous faire le blabla habituel. Ce n'est pas plus qu'une base de données. Moi, j'aime bien le définir comme ça. À la différence que une blockchain, elle est décentralisée, donc elle n'est pas à un seul point, elle est maintenue par plusieurs ordinateurs dans le monde. C'est le premier point. Elle est permanente, donc tant que ces ordinateurs existent, tant qu'il y a de l'électricité qui alimente ces ordinateurs,
elle existera. Donc plus il y a des ordinateurs, plus on dit qu'elle est robuste, donc plus elle est permanente. Il y a la notion de robustesse là qui est en jeu. N'importe qui dans le monde peut lire cette blockchain. Je parle de blockchain publique, on va parler que de ça. Donc n'importe qui dans le monde peut regarder ce qui se passe dans cette base de données. C'est la différence de la base de données de Spotify par exemple. N'importe qui peut écrire dedans. Ça aussi c'est fou. On peut faire des actions dans la blockchain, n'importe qui. Pas besoin d'avoir un droit particulier. Vous avez un wallet, vous pouvez faire des choses dans une blockchain. Mais par contre, personne ne peut modifier ce qu'il y a à l'intérieur, et notamment l'historique. Et elle est là, la notion assez intéressante, c'est qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui est écrite, c'est à vie, quoi. Et encore une fois, là, on rentre dans une notion de traçage et de persistance. Donc le NFT, en conclusion, apporte de la persistance, de la rareté, parce qu'on arrive à rendre unique chaque token, chaque capsule, et du coup une propriété numérique, un ownership. Donc on peut mettre, j'ai parlé d'images, mais on peut mettre du coup aussi des tickets de festivals ou d'événements comme aujourd'hui. On peut mettre une carte d'identité aussi dans un token. Et là tout de suite on pense à des cas d'usage qui peuvent être pratiques, qui peuvent faire économiser de l'argent et du temps à des institutions. On peut penser à une facture, on peut aussi la tracer du coup si on la met dans un NFT. On peut aussi la rendre persistante, plus de factures perdues, etc. On peut penser aussi à un vote. Tout bêtement, le vote, ça peut être très intéressant de la rendre persistante et aussi décentralisée. Au moins, on est sûr qu'il n'y a pas eu de fraude et que ce vote a été émis par ce wallet en particulier. Bref, finalement, on se retrouve avec plein de cas d'usage dans plein de domaines différents. Et c'est pour ça que ça, on n'insiste pas assez, parce qu'on regarde que les médias, on parle que d'images qui vaut des millions, on ne sait pas trop pourquoi. Et finalement, même les images, finalement, elles donnent accès à des événements, donc on est dans l'événementiel, on n'en parle pas assez. Mais finalement, il y a tout ça, et qu'on va vous expliquer aujourd'hui par le biais de conférences, et surtout de workshops, et on met vraiment le point dessus, c'est de vous donner une perspective très objective de ce qui se passe dans ce monde-là. Et de ne pas s'arrêter à des images qui vaut des millions. Ou en tout cas, vous l'expliquer pourquoi. Mais vous savez, tout ça, finalement, c'est juste du code, hein, en fait. C'est vraiment du code. Et qui dit code, dit sécurité. Il y a des scams, beaucoup. Et c'est un petit peu là qu'on intervient aussi, nous, OpenGem. OpenGem, c'est moi et mon frère, en fait, à la base. On fait des audits de code. Et on fait des meet-ups pour sensibiliser les gens sur ces sujets-là. Ou en tout cas pour essayer de vulgariser sans dire de conneries. C'est un petit peu aussi notre combat. Donc il y a des tokens qui sont très bien codés, d'autres qui sont un peu moins bien, et d'autres qui sont très faillibles. D'accord ? Et c'est ce qu'on évalue, nous, en fait. Notre vraie question, c'est comment on sécurise une propriété numérique. C'est une vraie question aujourd'hui, parce qu'il y a du code derrière. C'est faillible. Okay ? Bah, c'est notre taf. On audite. On accompagne, on regarde les dernières technologies et on essaye, nous, notre objectif, c'est d'avoir une définition très saine et sécurisée de la propriété numérique. Notion de persistance et de propriété. On audite, on est le Yuka des NFT, on aime bien dire ça. On génère un score de 0 à 100 pour rendre très lisible ce qu'on fait, avec un détail après, comme Yuka en fait. On a vraiment calqué Yuka, ils font du très bon taf, je trouve. Donc on donne des notes, Sora par exemple ici, avec qui on travaille et qui sont très cool. Et du coup, on audite pour savoir à quel point vous possédez votre NFT. C'est ça qu'on mesure. Okay ? Là, par exemple, on a un projet qui est très médiocre. Attention, quand je dis médiocre, ce n'est pas forcément en termes de valorisation ou de hype ou de roadmap. Mais quand je dis médiocre, c'est dans le sens, il ne vous offre pas une propriété digitale saine. Car l'image que vous voyez là, elle est modifiable par les créateurs du projet à tout moment, même si vous possédez un NFT. D'accord ? Ça peut paraître choquant, etc. Mais ça, c'est finalement plus de 50% des projets qui sont comme ça. C'est pour ça que nous, on intervient, on essaie de faire de la sensibilisation sur ça, juste pour qu'on sache ce qu'on achète. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Moi, j'achète du Nutella, il y a 0 sur 100 sur Yuka. Donc, il y a des projets que j'adore, il y a des NFT que j'adore qui sont très mal notés chez nous. Mais c'est parce que ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que vous achetez réellement. Fortnite est complètement centralisé, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas d'argent, ça ne veut pas dire qu'ils ne vendent pas des skins. C'est OK. C'est juste qu'il faut savoir de quoi on parle et ce qu'on achète. C'est notre combat. Donc on explique pourquoi cette note-là, avec un barème qui est clair, qui est public d'ailleurs, c'est très important pour nous. Les Bored Ape, il y a plein de choses à dire sur eux aussi. Voilà, je vous laisserai regarder. Il y a plus de 200 audits maintenant, on est assez content. Et finalement, on aime bien définir notre barème comme ça. 0, c'est lorsqu'il n'y a rien en fait dans votre token. Vous avez une capsule vide. Donc là, vous n'achetez juste rien, juste un token. D'accord ? Entre les deux, et là il y a beaucoup de sujets parce que la techno elle évolue beaucoup, il y en a vraiment des différentes pour assurer une persistance. Ça veut dire que l'asset il n'est pas totalement persistant, c'est-à-dire qu'il peut encore être altéré, l'image peut encore être altérée, changée à tout moment, etc. Et 100 sur 100, là on peut vous assurer
s'il y a un projet qui est noté 100 sur 100, tant que la blockchain est en vie, votre NFT, votre image ou votre vidéo, etc., sera en vie. Et là, tout de suite, on observe qu'il y a des très très gros projets qui ne sont pas forcément foufou, quoi, en termes de propriété numérique. Donc on accompagne pas mal de boîtes en ce moment. On a 1 an et demi d'existence. On aime bien faire des meet-up à Paris, à Biarritz. C'est des meet-up de 100 personnes généralement. Et là on s'est dit, vas-y, on va faire un truc un peu plus gros. Comme je vous ai dit tout à l'heure, à Biarritz, dans un cadre détendu. Mais par contre, et ça c'est notre vraie différence par rapport aux autres, on est chill, but no bullshit. Ce qu'on va vous dire, c'est pas du marketing. On ne va pas vous vendre des produits. Les conférenciers qui vont présenter des choses ne vont pas vous vendre leurs produits, ils vont vous expliquer des choses. Le but, c'est que vous ressortez de cet événement avec beaucoup plus de compréhension sur le sujet et surtout des choses que vous avez conçues grâce aux ateliers pratiques qu'on a organisés toute la journée. Toute la journée, il y a des cours qui vont se passer avec Ben Beka notamment, et il y en a plein d'autres, sur comment créer un wallet, comment créer un NFT, comment développer un smart contract. Donc il y a même pour des développeurs, il y a tout le programme sur votre QR code et aussi affiché à l'Atrium. Donc profitez de ce moment et mettez les mains dans le cambouis, même si vous n'êtes pas tech, vous allez comprendre. C'est très important de savoir de quoi il s'agit. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Eh bien écoutez, nous on aime bien dire, alors ce logo-là on l'a créé pour l'occasion, c'est un petit peu notre leitmotiv. Let's fucking go, ok, on est chill, on est dans un cadre détendu. Là, il va y avoir une pause de 25 minutes. À 10h10, nous avons une superbe conférence de Ethan Pierce sur la Creator Economy. Donc en attendant, on a le petit déjeuner qui est prêt dehors. On a du café, chiller, découvrez les stands et vous pouvez revenir à 10h10. Et je vous souhaite une très belle journée, profitez beaucoup. On est très contents que vous soyez là. Merci.